Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Un brin d'ADN. Et pour cette vidéo-ci, j'aimerais discuter de la proximité de l'ancêtre commun et des centimorganes. Donc plus précisément, est-ce que la quantité de centimorganes avec une correspondance est garante de la proximité de l'ancêtre commun également? Donc, je vais y aller de façon générale avec quelques règles d'or d'une correspondance ou d'un match ADN. En fait, la première règle d'or, c'est que l'écrasante majorité des correspondances ne matchent pas avec vous, mais plutôt vous deux avec un ancêtre commun. Donc, je mentionne ici en parenthèse, c'est un triangle à géométrie variable, parce qu'en effet, lorsqu'on a une correspondance avec quelqu'un, c'est pas directement avec une personne qu'on correspond, mais c'est qu'on a tous les deux hérité, en grande majorité des cas, d'ADN commun avec une troisième personne qui est l'ancêtre commun, ou le couple d'ancêtres communs. Donc en fait, la seule exception à ça, c'est d'avoir la correspondance en hiérarchie verticale, ou en fait directe avec soi-même. Donc si un de nos enfants a testé, ou parents, où on suit la lignée là, purement verticale, donc un grand-parent qui a testé et un petit-fils qui aurait testé. C'est la seule exception de ne pas être trois dans le fameux triangle à géométrie variable, donc d'avoir une correspondance tout à fait verticale, donc un parent avec un enfant ou un grand-parent avec un petit-fils ou une petite-fille. Mais c'est la seule exception. Sinon, même avec un frère ou une sœur ou un cousin ou un oncle, eh bien à ce moment-là, on correspond avec un ancêtre commun à travers cette personne-là. Donc on parle plutôt d'un triangle de correspondance. Donc la troisième règle d'or, en fait, c'est que, excepté pour l'ADN parent-enfant, la transmission est aléatoire aussi. Donc pourquoi excepter l'ADN parent-enfant? Ben parce que c'est le seul cas où c'est exactement 50%. Encore une fois, je vais me concentrer sur les autosomes. Donc les 22 premières paires de chromosomes. Je ne vais pas entrer dans la 23e paire de chromosomes. Mais pour le test autosomal, donc autrement dit, pour un test qu'on ferait chez Ancestry DNA par exemple, donc un test autosomal, c'est le seul cas avec les parents où est-ce qu'on va avoir exactement 50% de l'ADN transmis. Mais ensuite, même pour les grands-parents, donc une seule génération plus haut, et évidemment plus on monte, mais c'est pas 25%. Ensuite, les arrière-grands-parents, c'est pas 12,5%, c'est plus aléatoire que ça. Donc, c'est possible qu'avec un grand-parent, on ait juste 24% de l'ADN d'un grand-parent, mais 26% de l'autre. Et plus on monte, bien, plus ces pourcentages-là deviennent aléatoires. Donc, c'est pas purement mathématique d'y aller 50% d'un parent, ensuite la moitié de ça, les grands-parents, le quart de ça, les arrière-grands-parents. C'est plus aléatoire que ça. Donc, partant de ces trois règles d'or-là, la question que je posais en début de vidéo, c'est est-ce que les correspondances les plus élevées, donc en termes de centimorganes, sont-elles systématiquement celles qui offriront le plus d'informations sur l'ancêtre commun? Donc évidemment, le but de la vidéo et de la question n'est pas de trouver un parent direct ou un grand-parent direct, donc pas de relation verticale, mais tous les autres cas où est-ce qu'il y a trois personnes un peu là, dans le jeu de correspondance, donc il faut trouver l'ancêtre commun entre soi-même et un cousin, un oncle ou un cousin éloigné. Mais à ce moment-là, est-ce que les correspondances les plus élevées seront celles systématiquement qui vont donner le plus d'infos sur l'ancêtre commun? Donc pour répondre à cette question-là, donc j'ai quatre correspondances exemples. Deux en haut de 500, donc 561 et 504 centimorganes. Une correspondance à 366 centimorganes et une quatrième à 75 centimorganes seulement. Et avec ces cas de figure-là, on va pouvoir répondre à la question en fait. Donc le premier cas, je prends les centimorganes les plus élevés des quatre, donc 561 centimorganes. Et ce qu'on voit ici, c'est mon pedigree à moi. Il n'est pas tout à fait géométrique, mais vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. C'est parce que je vais descendre les correspondances communes avec moi. Mais c'est essentiellement mon pedigree à moi, donc tous mes ancêtres jusqu'aux arrière-grands-parents. Et une petite définition là, des termes français et anglais. Donc si on commence la lecture dans notre petit rectangle de droite, un cousin germain, c'est en fait les cousins les plus proches de soi. Donc ceux qu'on va voir là, lorsqu'il
les fêtes de fin d'année et tout ça. Donc, les enfants de nos oncles ou nos tantes, ceux qu'on appelle nos cousins directs, sont en fait des cousins germains. Donc, on a des grands-parents avec ces cousins-là. En anglais, ils appellent ça des first cousins et l'abréviation qu'on va voir souvent en anglais, c'est 1C pour first cousin. Et à ce moment-là, en français, c'est les cousins germains. Donc, on partage des grands-parents avec eux. Ensuite, en anglais, ils vont appeler 1C, 1R pour first cousin once removed. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que si on reprend la même image de droite, mais qu'on descend d'une génération, donc l'enfant du cousin germain, comme j'ai écrit en bas, mais à ce moment-là, eux vont s'appeler les cousins germains éloignés au premier degré. Et un peu plus bas que ça, c'est donc les enfants de ces cousins-là, donc les arrière-enfants, les petits-enfants en fait d'un cousin germain, sont des cousins germains éloignés au deuxième degré. Donc la bulle un peu plus bleu pâle plutôt que bleu foncé. Mais le truc qui est un peu mélangeant en généalogie, ça inclut aussi l'anglais et en français aussi, c'est qu'on va avoir exactement le même terme pour quelqu'un avec qui on partage des arrière-grands-parents. Donc si on retourne à l'image du milieu, l'enfant d'un cousin germain s'appelle un cousin germain éloigné au premier degré, mais l'enfant d'un grand-oncle ou d'une grand-tante s'appelle de la même façon un cousin germain éloigné au premier degré aussi. Et on les appelle aussi les cousins germains des parents. Donc si on reprend l'image complètement à droite, où est-ce que des gens qui ont des grands-parents en commun sont cousins germains, mais si on prend notre parent, donc ça c'est l'arrière-grand-parent de la personne, mais c'est le grand-parent du parent. Donc c'est le même schéma ici, donc ça serait effectivement le cousin germain du parent, si eux ont ce schéma-là. Mais pour soi-même, c'est exactement le même terme pour quelqu'un avec qui on partage un arrière-grand-parent par un grand-oncle ou une grand-tante. Mais c'est aussi le même nom avec une personne avec qui on partage un grand-parent par un cousin germain. Donc, on va essayer de se rappeler de ces définitions-là. Donc, si on revient au match de 561 Centimorgane, l'image complètement à gauche, c'est en fait un outil qui est disponible gratuitement sur le site DNA Painter. L'outil, c'est le Shared CM Project, donc CM pour Centimorgane. Et sur cet outil-là gratuit de Shared CM Project, si on entre la quantité de centimorgane, donc dans ce cas-ci 561, il nous sort en fait plusieurs probabilités. Moi, ce que j'ai pris, c'est justement un cas de first cousin once removed. Donc, si on revient, le terme en français pour ça, c'est cousin germain éloigné au premier degré. Eh bien, si j'entre cette valeur-là en prenant la probabilité de cette proximité-là, de relation-là, eh bien, ça tomberait dans l'image de gauche, là, quand même dans une, ils appellent ça en anglais une bin, en fait, là, B-I-N. En français, on pourrait dire ça un panier. Donc, il tomberait quand même dans un panier où est-ce qu'il y a eu plusieurs gens qui ont contribué à soumettre ce genre de relation-là. Parce que, petite parenthèse, l'outil là, de Shared CM Project, c'est les gens comme vous et moi qui ont fourni les données avec des lignées documentées pour dire, bon, ben moi, mes cousins germains, donc éloignés au premier degré, deuxième degré, les once removed, tout ça, ils soumettent ça à ce projet-là et c'est donc des gens comme vous et moi, mais qui ont des relations prouvées, là, on appelle ça paper trail en anglais, donc des actes, série d'actes de baptême, mariage, naissance qui permet de prouver l'ancêtre commun. Et à ce moment-là, ben en soumettant ça, il y a eu plusieurs, là, en tout cas quelques milliers ou plusieurs centaines de gens qui ont soumis c'était quoi la quantité de centimorgane, eux, pour la relation. Donc, ça donne une espèce de cloche, un histogramme comme ça, une cloche statistique. Et bien, lorsque le chiffre en bas, c'est, comme c'est expliqué en dessous, le chiffre, les chiffres de l'axe du bas, c'est la quantité maximale pour ce panier-là, si on veut. Donc, si c'est écrit 600 en bas, ça va de 501 à 600. Donc, dans mon cas, moi, le 561 tomberait où est-ce que la flèche jaune indique, donc dans le panier des 600. Et à droite, l'image à droite, c'est le CM Explainer du site MyHeritage. Donc, eux, c'est un des fournisseurs de tests ADN. Et bien, quand on va voir les correspondances, on peut cliquer la correspondance, il y a ce genre d'image-là qui apparaît, mais on peut aussi
saisir le nombre de centimorganes. Donc à ce moment-là, si j'entre 561 sur le site de MyHeritage dans leur outil de CM Explainer, ben on voit que la relation du cousin germain du parent, donc eux, ils ont un peu changé la formulation. Au lieu d'appeler ça le cousin germain éloigné au premier degré, ben ils ont opté pour prendre ce que je vous expliquais aussi, donc c'est le cousin germain du parent. Donc si on prend son parent, effectivement c'est le cousin germain du parent, mais de soi-même c'est le cousin germain éloigné au premier degré. Donc ils ont décidé de prendre la deuxième façon de l'appeler, donc le cousin germain du parent. Ben il y aurait 30,8% de probabilité, et en fait il y a même 34% de probabilité que l'ancêtre commun soit un arrière-grand-parent. Donc, ayant ça en tête, j'ai remonté effectivement par cette correspondance-là, en ayant l'arbre de la personne, j'ai effectivement pu remonter de cette correspondance-là de 561 centimorganes à un grand-oncle maternel, effectivement. Et donc, c'est bel et bien des arrière-grands-parents qui sont en commun avec moi. Donc, c'est sûr que du côté de la correspondance, c'est des grands-parents. Mais de mon côté à moi, c'est des arrière-grands-parents qui sont l'ancêtre commun. Donc, quand je parlais tantôt là, de triangle à géométrie variable, ben, le triangle ici, c'est entre moi, la correspondance et le couple d'ancêtres communs. Et évidemment, puisque c'est moi, c'est mon pédigré à moi et mes correspondances, donc je me considère comme la personne centrale de ces analyses-là. Mais à ce moment-là, c'est un couple d'arrière-grands-parents en ce qui me concerne. Et sur la petite échelle en bas, ce qu'on voit en fait, les lignes vertes constituent de chaque côté là, des petites barres verticales vertes. De chaque côté de ça, il y a exactement une déviation standard. Et donc, la moyenne parfaite, c'est les petits traits en vert. De chaque côté gauche-droite de ça, il y a une déviation standard. C'est un peu mathématique et statistique, mais c'est juste pour parler en fait, de probabilité, donc de chance que la relation tombe un peu plus dans ces probabilités-là. Et le reste de la ligne rose, rouge pâle, là, rose, c'est le minimum et le maximum qui était possible pour ce panier-là, en fait. Donc, il n'y a pas de relation de cousin germain éloigné au premier degré en bas de 100 centimorganes qui ont été soumis dans le Shared CM Project. Et évidemment, il n'y a pas non plus de cas de cousin éloigné au premier degré, cousin germain éloigné au premier degré, qui avait plus de 970 ou 980 centimorganes. Donc, ce qui est en rouge, c'est les probabilités, mais peut-être un peu moins fréquentes. Ce qui est en vert, c'est ce qui tomberait dans les probabilités plus fréquentes. Et la moyenne parfaite serait le trait, les deux petits traits verts. Donc, moi, la relation là, de 561 centimorganes tombe un peu à l'extérieur d'une déviation standard, mais reste quand même largement dans les probabilités tout de même de ce genre de relation-là. Ensuite, j'ai pris un deuxième cas, donc on retourne à mon pedigree et on prend une autre correspondance complètement, celle de 504 centimorganes. On va faire un peu le même principe. Donc, l'image à gauche demeure celle de la relation de cousin germain éloigné au premier degré, donc first cousin once removed. Ça tombe encore dans le même panier parce que c'est entre 501 et 600. Donc, ça demeure dans le même panier. Et du côté de l'image de droite, donc l'outil sur MyHeritage, on voit aussi que c'est le cousin germain du parent. Le pourcentage change un tout petit peu, mais ça reste quand même dans les mêmes probabilités. Et à ce moment-là, en remontant l'arbre de cette correspondance-là, c'est la même distance. Donc, encore une fois, mais c'est du côté paternel cette fois-ci pour ma part. Mais c'est la même chose, le même triangle, si on veut. Donc, pour moi, des arrière-grands-parents. Et pour la correspondance, des grands-parents. Donc, c'est un deuxième cas. Et on voit aussi sur la petite échelle en bas. Là, ça tombe à l'intérieur de la déviation standard. Donc, c'est un autre exemple d'une même relation. Et effectivement, en regardant là, les arbres généalogiques et en allant récupérer les actes de mariage, baptême, tout ça, on arrive effectivement à remonter les noms. Ensuite, un troisième exemple, celui de 366 centimorganes.
Donc, on est en dessous des 2 matchs à 500 et plus. On est même en dessous de 400 centimorganes. Donc, on tombe à un match à 366 centimorganes. À ce moment-là, c'est encore l'image de gauche, là, l'outil de Shared CM Project. Toujours avec la relation de First Cousin Once Removed. Cette fois-ci, on tombe non pas dans le panier de 500 maximum, mais dans le panier de 400 maximum, donc entre 301 et 400. Donc, on descend comme de 2 paniers, mais ça reste quand même dans l'histogramme, là, dans un panier qui a eu quand même beaucoup de soumissions de données. Et cette fois-ci, du côté droit, l'image de droite, donc l'outil de MyHeritage, le CM Explainer, là, on change quand même de relation. En fait, ça serait toujours possible à 27,6% que ça soit un cousin germain du parent. Donc, selon la personne, c'est le cousin germain éloigné au premier degré. Mais j'ai quand même mis la flèche, moi, du côté de l'enfant du cousin germain. Parce que vous allez le deviner, là, en remontant les actes et l'arbre de cette correspondance-là, ben j'ai plutôt trouvé que c'est celle-ci qui était la correspondance. Donc, en fait, cette correspondance-là est effectivement l'enfant de mon cousin. De mon cousin germain. Donc, c'est du côté maternel cette fois-ci. Et on voit que la correspondance, pour la correspondance, c'est des arrière-grands-parents. Mais là où c'est intéressant, c'est que pour moi, c'est les grands-parents. C'est mes grands-parents maternels. Donc, les 2 matchs précédents qu'on a vus, qui pourtant ont davantage de centimorganes, au-dessus de 500 centimorganes les deux, ça remontait dans les 2 cas à des arrière-grands-parents. Donc, même si cette correspondance-là est en dessous non seulement de 500, mais même de 400 centimorganes, on est à 366 centimorganes, c'est quand même une correspondance qui a des ancêtres communs avec moi, plus proches. Donc, c'est des grands-parents en ce qui me concerne, mais des arrière-grands-parents en ce qui concerne cette personne-là. Donc, par exemple, si on était une personne adoptée qui voulait chercher des informations sur ses parents ou ses grands-parents, eh bien, on voit là qu'il y a eu 2 cas de matchs en haut de 500. C'est sûr que c'est des matchs très, très intéressants en haut de 500 et effectivement, on trouve des arrière-grands-parents, ce qui est quand même des informations intéressantes. Mais il se trouve que dans cet exemple-là, c'est un match à 366 centimorganes qui est une génération plus proche de moi. Donc, c'est la première correspondance, en fait, qui va chercher des informations sur cette génération-là qui est aussi proche de moi, donc mes grands-parents maternels. Donc, c'est simplement aussi pour illustrer que il faut pas toujours se fier. Donc, au match, on a un début de réponse de ce que je posais en début de vidéo. C'est pas nécessairement les correspondances qui ont le plus haut taux de la plus grande quantité de centimorganes qui va donner les informations les plus proches de soi. Donc, on voit que le triangle là, à géométrie variable pour ce cas de figure-là. Mais dans mon cas, à moi, il est plus utile parce qu'il descend d'une génération. C'est sûr que pour la correspondance, c'est moins utile parce que c'est des arrière-grands-parents, mais dans mon cas, pour mes informations à moi, c'est une correspondance qui serait plus utile que les 2 autres qu'on a vus juste avant. Donc, on arrive au dernier cas de figure. On repart d'un pedigree vierge en ce qui me concerne et on va faire un cas d'une correspondance à 75 centimorganes seulement. Si on revient au type de relation possible, donc on a fait 3 cas de cousins germains éloignés au premier degré. Donc les 3 premiers cas, il y en avait 2 sur les 3 qui étaient des cousins germains éloignés au premier degré de l'image complètement à gauche. Et le dernier cas, celui de 366 centimorganes, était le cas du centre. Donc toujours un cousin germain éloigné au premier degré, mais cette fois-ci c'était un enfant du cousin germain plutôt qu'un cousin germain du parent. Et pour le cas que nous allons voir en dernier, donc le 75 centimorganes, j'ai opté pour la relation de cousins issus de germain. Donc dans ces images-là, il n'y a pas de couleur bleue, mais c'est une cousine en fait, issue de germain. Donc on va avoir un arrière-grand-parent commun, mais je vais quand même illustrer ce que le 75 centimorganes signifierait. Donc si on revient au tableau, j'ai pris donc la cousine issue de germain. À ce moment-là, ça tomberait dans le panier de la barre des 100, donc de
51 à 100 centimorganes. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont soumis cette quantité-là de centimorganes pour cette relation-là, mais il y en a quand même qui en ont fourni. Donc, c'est pas parce qu'on est pas dans les 3 barres les plus populaires. Là, on voit justement que l'histogramme, c'est sûr que c'est rassurant quand la relation tombe dans un de ces paniers-là, donc les longues barres verticales. Mais il faut pas négliger non plus qu'une relation peut très bien être dans les barres un peu plus lointaines. Et la preuve, c'est que dans le panier entre 51 et 100 centimorganes, pour cette relation-là, il y a quand même eu 162 personnes qui ont dit oui, moi c'est bien une relation de cousins issus de germain, donc un second cousin, qu'on pourrait dire en anglais. Eh bien, c'est quand même possible. Et ce qui est un peu drôle, c'est que dans l'image à droite, donc sur MyHeritage, leur outil de CM Explainer, ils mettent même pas cette possibilité-là du côté des probabilités. Là, si on regarde l'arbre, c'est en fait la correspondance est bel et bien une cousine issue de germain, mais il y a littéralement 0% dans cet outil-là. Donc, selon les outils, selon les sites web, je crois que du côté de Ancestry, ils mettent à 9% la probabilité avec 75 centimorganes que ça soit une cousine issue de germain. Je crois que sur Ancestry, c'est 9%. Du côté de l'outil de gauche, donc le Shared CM Project, il y a quand même un certain pourcentage que c'est possible, mais sur d'autres outils, comme sur MyHeritage, ils vont dire non, c'est pas possible. Donc des fois, ça tombe sur des quantités limites, des probabilités limites que même certains outils excluent, mais d'autres vont quand même les entrer dans les relations possibles. Donc de mon côté à moi, ce que j'ai réussi à trouver pour l'instant, c'était que c'était un couple d'arrière-grands-parents communs, cette fois-ci de nos deux côtés. Donc le triangle en fait est égal à la base. Donc autant moi que cette correspondance-là, si on remonte, l'ancêtre commun, pour nous deux, c'est des arrière-grands-parents. Un couple d'arrière-grands-parents du côté de la mère de mon père. Et si on regarde la petite échelle en bas, cette fois-ci l'échelle a un peu changé, c'est celle de justement de cousins issus de germain. Et dans ce cas-là, on voit que je suis définitivement à l'extérieur des déviations standards, des premières en tout cas, des premiers niveaux de déviation standard, mais je reste quand même dans le domaine des possibles pour cet outil-là. Comme je le disais, selon les outils, c'est juste impossible, ils vont pas te donner la probabilité de cette relation-là, mais la petite échelle en bas ici est basée comme les autres que j'ai montré plus tôt sur le Shared CM Project. Et ça tombe quand même dans le domaine des possibles, même si c'est largement à l'extérieur d'une déviation standard. Donc, voici un rappel des 4 correspondances que j'ai analysées. Donc, il y en avait 2 qui remontaient à des arrière-grands-parents, mais qui, pour ces correspondances-là, étaient des grands-parents. Une qui est tout en bas, le 366, qui était dans mon cas à moi, pour mes grands-parents maternels, mais pour cette personne-là, des arrière-grands-parents. Et ben le dernier cas, là, celui qui est à côté de moi à gauche, qui est un cas où, cette fois-ci, pour nous deux, c'était des arrière-grands-parents communs. Donc, même si la correspondance était à 75 centimorganes, même si c'était dans la fourchette basse des probabilités et que certains outils l'excluent, mais ça reste que ça peut être une probabilité. Il faut quand même vérifier avec les autres correspondances de cette personne-là, évidemment aussi avec les documents papier, les mariages, des baptêmes, des recensements, mais ça reste une probabilité qui est possible. À ce moment-là, j'ai été récupérer 2 petits graphiques qui ont été faits par... ils viennent pas de moi. J'ai mis le titre de l'article sur un blog que j'ai trouvé, donc « How many genetic ancestors do I have? » Ça vient d'un article de blog de novembre 2013. Vous pourrez chercher ce titre-là sur Internet. La personne a généré des simulations. En début de vidéo, je mentionnais que les seuls ancêtres de qui on a exactement 50% d'ADN pour les tests autosomaux, c'est les parents. Et on voit ici justement que plus on remonte, c'est des simulations, mais ça reste basé sur l'effet aléatoire des recombinaisons de segments d'ADN. À ce moment-là, on peut voir que lorsqu'il y a des trous complètement blancs, mais ça serait une simulation pour indiquer que à partir du moment où les rectangles sont blancs, on n'aurait plus du tout de contribution d'ADN autosomal pour ces générations-là, pour ces ancêtres-là à ces générations-là.
Donc, on voit ici dans cette première image-là que le minimum maximum de contribution du parent, mais c'est entre 50 et 50. Donc, autrement dit, c'est toujours 50%. Mais pour les grands-parents, donc les 2 couples d'arrière-grands-parents ou les 4 individus arrière-grands-parents, ben de chacun, on pourrait hériter entre 22% et 28%. Donc, c'est pas systématiquement 25%. Et si on remonte encore plus haut, ben là, l'écart est encore plus majeur. Normalement, mathématiquement, on aurait tendance à penser que c'est 12,5%, la moitié de 25%. Mais cette simulation-là montre que ça peut varier autant que 6,1% à 16%. Et vous voyez le genre, plus on monte, et évidemment, éventuellement, on perd complètement certains ancêtres. Donc, on voit très bien là, que passé 6 ou 7 générations, donc ici, on est déjà à la 5e génération. Il y a déjà un ancêtre dans la simulation qui fournit plus du tout, en fait 0,18 d'ADN. Et si on monte encore plus haut, donc à partir de 6e, 7e génération, eh bien, il y a beaucoup plus d'ancêtres qui n'ont plus aucune contribution d'ADN autosomal. La deuxième image, c'est celle-ci. C'est une autre simulation que la personne qui a écrit l'article de blog a roulé. Et cette fois-ci, ben, les grands-parents auraient entre 23 et 27%. Et les arrière-grands-parents auraient entre 9,3 et 14. Et on voit que c'est un peu différent. C'est une deuxième simulation qui ont été faites. Mais c'est intéressant de voir pourquoi à ce moment-là, moi, j'ai une correspondance que 75 centimorganes, même si elle est dans la fourchette basse des possibilités et que certains outils excluent cette relation-là. Mais si on comparait, par exemple, nos deux graphiques comme ça, là, on voit que ça, c'est des simulations, mais si on réussissait à avoir la totalité de ce que nos ancêtres nous ont légué, évidemment, c'est presque pas possible à faire à moins d'avoir testé chacun de ses arrière-grands-parents. Mais si par les matchs en commun, on réussissait à tout aller assigner la totalité des 22 paires de chromosomes et qu'on réussissait à avoir la provenance de ça, on verrait probablement quelque chose du genre. Et ce qui est arrivé dans le cas là, de la relation de 75 centimorganes, ben, c'est probablement que l'effet aléatoire, donc du hasard, donc c'est pas des mathématiques parfaites, donc 50%, 25%, 12,5%, eh bien, probablement des trous comme ça, autant dans mon pedigree à moi de ce que j'ai hérité de façon autosomale sur les 22 premières paires de chromosomes, et aussi de cette autre correspondance-là, ce qui fait que le nombre est réduit, mais c'est quand même un match de 75 centimorganes. Et dans ce cas-ci, si je retourne au tableau des 4 exemples, donc même si la correspondance est seulement de 75 centimorganes, ça apporte autant d'informations généalogiques que celle de 500, de plus de 500 centimorganes. Donc, on regarde les deux des extrémités, le 504 et le 561, donnent des informations en ce qui me concerne d'arrière-grands-parents, mais la personne qui a 75 centimorganes, en ce qui me concerne moi, donne aussi de l'information sur le même niveau de génération, donc des arrière-grands-parents. Donc, pour répondre à la question d'origine, les correspondances les plus élevées sont-elles systématiquement celles qui offriront le plus d'informations sur l'ancêtre commun? Ben, on a vu avec la démonstration que non, c'est pas systématique. On voit qu'une correspondance à 75 centimorganes peut donner le même niveau d'information sur un même niveau de couple généalogique qu'une correspondance à 500. Donc, ce que je dirais, c'est que c'est sûr, on est mieux de se concentrer sur les matchs avec les hauts taux de centimorganes. C'est sûr que dès qu'on a un match à quelques centaines de centimorganes, 300, 400, 500, c'est vraiment celle sur qui ces correspondances-là sur lesquelles il faut se concentrer. Par contre, faut pas se décourager si on n'a pas de correspondance en haut de 200. On peut très bien avoir des correspondances en bas de 400 comme celle de 366 qui va donner plus d'informations, une génération plus proche de soi que des matchs à 500. Et même une correspondance à 75 centimorganes pourrait donner l'information sur la même génération par rapport à soi-même qu'une correspondance de 400 ou 500 centimorganes. Donc, c'est à ne pas négliger et surtout, j'ajouterais, si une correspondance plutôt basse, donc même en bas de 200 ou 150 centimorganes, si la personne a un arbre vraiment bien détaillé,
eh bien, pour moi, cette correspondance-là a presque autant de valeur, sinon plus, qu'une correspondance mystère à 500 centimètres. Donc, si on on investit trop d'heures à essayer de chercher une correspondance complètement mystère, qui a même pas son nom, prénom comme en tant que correspondance, mais qui a mis un surnom, donc un pseudonyme. Et à ce moment-là, la personne, on peut pas du tout trouver nulle part d'où elle vient. Elle n'a pas mis aucun détail sur sa ville de naissance, ni son pays, ni rien. Bien des fois, on va se casser les dents à essayer de se concentrer sur cette correspondance-là parce qu'elle a 500 centimorgane, alors que le même niveau de génération pourrait être trouvé grâce à une correspondance autour de 100 centimorgane, mais qui aurait un arbre vraiment bien détaillé. Donc, c'est à ne pas négliger. Faut pas être triste d'avoir juste des correspondances en bas de 200 ou en bas de 100. Il y a du travail qu'on peut faire avec des correspondances qui auraient beaucoup de détails, des arbres très détaillés avec des actes, des sources fiables. Il y a toujours moyen de chercher et de trouver des réponses à ces questions, même par des correspondances un peu plus basses. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. J'espère que ça vous a convaincu de ne pas négliger les correspondances avec un peu moins de centimorgane. Je dis pas qu'il faut commencer à éplucher sa liste de correspondances en partant de celle en bas de 100. Évidemment, on commence par se concentrer par les matchs qui ont le plus de centimorgane. C'est un réflexe et c'est un bon réflexe. Ce que je voulais démontrer par cette vidéo-ci, c'est de ne pas se décourager si on a fini d'éplucher toutes ces correspondances en haut de 100 ou 200. Il y a toujours quelque chose à faire aussi avec les correspondances un peu plus basses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci et je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.